Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons introduire ce symposium qui s'inscrit dans la continuité des journées du congrès Euroformat qui a eu lieu à Bordeaux la semaine dernière. La durée de ce e-Sympo est d'1 heure. Et à la fin, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction qui nous aide donc chaque année à trouver des thématiques et à avancer donc pour les orateurs. La thématique choisie aujourd'hui porte sur l'innovation et le RSE, car en effet, nous sommes confrontés à une prise de conscience croissante des enjeux écologiques et sociaux, et le secteur des dispositifs médicaux est particulièrement impacté. L'innovation joue un rôle important dans le diagnostic, la prévention, ainsi que le traitement des maladies, tout en offrant de nouvelles perspectives dans la qualité de vie de nos patients, mais ce progrès ne peut plus être dissocié d'une réflexion éthique et responsable. Il faut donc avoir à l'esprit l'intégration des principes de responsabilité sociale et environnementale dans cette conception, dans également la production et la mise sur le marché de nos dispositifs médicaux. C'est pour ça que nous avons avec Boston, que je remercie aujourd'hui pour sa participation et son partenariat à la SPFDM, que nous voulions donc vous parliez d'une réflexion collective pour explorer ensemble et concilier cette intégration d'innovation et de RSE. Je précise également que c'est une réflexion commune tripartite entre fournisseurs, pharmaciens et médecins. Et donc, on va avoir la chance d'avoir Jocelyn Duchâteau, donc cardiologue au CHU de Bordeaux, que je remercie également d'être présent ce soir. Et je laisse tout de suite la parole à Antoine Achalm de chez Boston, qui a accepté de co-modérer avec moi. Merci Antoine. Et qui va vous présenter le déroulé de ce symposium. Bonjour à tous, donc moi je suis Antoine Achalm, je suis responsable grand compte pour Boston Scientific sur la France. L'agenda que nous vous proposons ce soir, il est composé dans une première partie d'un retour expérience de Monsieur Duchâteau au CHU de Bordeaux. Ensuite, on aura la vision au niveau européen de notre président de la division endoscopie, mais qui est également la marraine RSE, Astrid Monteau. Nous enchaînerons avec notre stratégie RSE présentée par Bambou Sako. Ensuite, nous irons un peu plus dans le concret avec une illustration du Green Block par David Pagès et une vue de la responsabilité sociétale, l'engagement de Boston dans le développement des générations futures par Delphine. Pardon. Ensuite, nous conclurons avec Aurélie avant d'écouter vos différentes questions et réponses. Je laisse la parole maintenant au docteur Duchâteau pour sa présentation. Alors, bonjour à tous. Moi, Jocelyn Duchâteau, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Comme l'a dit Aurélie, je suis cardiologue, donc ma présentation elle est forcément un petit peu biaisée par ça et un petit peu orientée vers la cardiologie spécifiquement. Mais vous allez voir, je vais essayer de commencer par des constatations beaucoup plus générales. Donc, tout d'abord, pour recontextualiser un petit peu les choses, je voulais parler de santé des populations juste pour que vous ayez quelques grandes notions. Donc là, en fait, ce que vous avez à l'écran, c'est la courbe de l'espérance de vie de la population française depuis 1740 jusqu'à nos jours. Et vous voyez donc qu'il y a eu progressivement un allongement de la durée de vie de la population française qui a été rythmé par le progrès médical. Mais ce que je voulais dire surtout dans cette diapo, c'est que ce n'était pas que par le progrès médical dans le sens médecine thérapeutique comme on l'entend aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qui ont contribué à l'amélioration de la santé des populations en général, notamment l'amélioration de l'hygiène, l'amélioration de l'alimentation, l'amélioration de tout ce qui est évacuation des eaux sales, etc. Ça a vraiment été les moteurs principaux de l'amélioration de la santé des populations jusqu'à au moins 1940. Après, à partir de 1940, là, on arrive vraiment à voir le début de traitements thérapeutiques très efficaces, avec en premier lieu tout ce qui est infectiologie, c'est-à-dire deux grandes familles de traitements, les vaccins et les antibiotiques. Ça a permis d'effondrer la mortalité infantile, notamment, et donc des gains importants en espérance de vie dans la population. Et après, vous voyez que plus récemment, à partir de 1950, 1960, c'est la courbe que vous avez sur la droite, l'amélioration de l'espérance de vie, elle est liée à deux grandes familles, donc l'infectiologie dont je vous ai déjà parlé, et puis après, la médecine cardiovasculaire qui a permis d'allonger la durée de vie, essentiellement avec deux grands modes d'action, une amélioration de la prévention. La prévention cardiovasculaire, c'est environ les trois quarts du gain en espérance de vie que l'on a eu au cours de ces années-là. Et les améliorations en termes de médecine thérapeutique, vraiment, les traitements actifs. Et ça, en fait, c'est responsable que d'un quart environ de cette augmentation de la durée de vie. On peut prendre la diapo suivante. Tout ça,
tout ça, ça me permet d'insister sur un point, c'est que finalement aujourd'hui, en tant que société, on met beaucoup, beaucoup de dépenses dans la médecine thérapeutique. C'est ce que vous voyez sur le graphe sur la droite, là. Il y a vraiment, donc c'est les dépenses par personne, par an aux États-Unis dans différents secteurs. On met beaucoup, beaucoup d'argent sur la médecine thérapeutique, alors que la médecine thérapeutique, et c'est le camembert que vous avez en arrière, en fond, est responsable que d'une petite part finalement de la santé de nos populations, environ 11% sur cette estimation. Et finalement, il y a d'autres facteurs qui sont très importants, comme les facteurs comportementaux, les facteurs socio-économiques, l'environnement évidemment, et des facteurs biologiques. Et aujourd'hui, on n'investit pas beaucoup de moyens dans ces secteurs-là. Et le grand virage vers la prévention qui est souhaité par toutes les sociétés savantes de France, mais aussi à l'étranger, il est vraiment pour essayer de corriger cette donne, c'est-à-dire de mettre des moyens plutôt plus en amont pour éviter d'avoir le recours à des médecines thérapeutiques qui sont relativement peu efficaces et très consommatrices de ressources. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça pour vous rappeler que aujourd'hui on est dans un modèle qui est complètement insoutenable, donc c'est pas spécifique au domaine des dispositifs médicaux ou même au domaine de la médecine en général. Vous avez en haut de l'écran la courbe des émissions de CO2 des émissions et de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Cette concentration en CO2, bien sûr, elle explose depuis l'ère industrielle et de plus en plus, hein, les émissions en 2024 de CO2 ont de nouveau battu des records. Donc non seulement la concentration augmente chaque année, mais en plus le rythme d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère augmente chaque année. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une trajectoire qui est soutenable. Et le CO2, c'est le reflet finalement de notre consommation d'hydrocarbures, hein, parce que le CO2, il vient de quelque part, il vient des énergies fossiles. Donc on voit qu'on consomme de manière insoutenable nos ressources. Et on peut passer à la slide suivante. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà des aspects pollution, réchauffement climatique qui sont quand même bien connus, il y avait aussi des contraintes qui potentiellement allaient pouvoir arriver. Ces contraintes, elles sont un petit peu inéluctables à cause de ce que vous voyez là à l'écran sur votre gauche. On voit qu'on a un vieillissement de la population partout dans le monde, qui est particulièrement marqué au Japon et chez nous en Europe, d'accord? Avec du coup un ratio de dépendance lié à l'âge qui est très important. Ça veut dire que le nombre d'actifs par rapport au nombre de personnes âgées est en train de diminuer partout dans le monde. Et donc, ça veut dire que les quelques actifs qui restent vont devoir payer la médecine d'une population de plus en plus large. Plus spécifiquement à la cardiologie et à la rythmologie interventionnelle, qui est ma spécialité, vous avez à droite le nombre de procédures d'isolation de veine pulmonaire. Donc, c'est une procédure de rythmologie interventionnelle au au cours des dernières années, au cours des 10 dernières années. Et vous voyez qu'il y a une croissance qui a deux chiffres chaque année, donc de 15% en moyenne, qui est bien sûr complètement insoutenable. Retenez ce chiffre de 15% parce que ça servira de comparatif un petit peu plus tard. Donc chaque année, on fait 15% de plus d'ablation de fibrillation atriale. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par ce que vous avez en haut à gauche. Les dépenses en termes de santé dans notre pays, elles atteignent aujourd'hui plus de 10% du PIB. D'accord? Et vous voyez que la courbe, elle est en croissance linéaire. Ça veut dire que chaque année, on dépense un peu plus pour notre santé, qu'on a un déficit de la sécurité sociale qui s'aggrave. Là, la branche maladie, elle est déficitaire de 14 millions d'euros. Et donc, c'est évident que ce type de trajectoire n'est pas soutenable au long terme, tout simplement parce qu'on va dépenser plus d'argent pour notre santé que ce qu'on génère comme ressources à l'échelle de notre pays. Et je dirais même que cette stratégie de médecine qui est basée sur la dépense et du soin thérapeutique très individualisé, c'est le modèle vraiment qui a été poussé à l'extrême par les États-Unis. C'est un modèle qui n'est pas souhaitable et qui est complètement inefficace. Vous voyez à droite, là, dans la partie de l'écran, vous avez les dépenses année après année en termes de soins par personne dans différents pays. Et vous voyez qu'aux États-Unis, leur courbe a complètement dévissé. C'est-à-dire que chaque année, ils dépensent de plus en plus d'argent, mais leur espérance de vie a commencé à diminuer depuis 2014
en raison de maladies sociétales finalement, en raison de l'obésité, en raison de la crise des opiacés aux États-Unis, en raison des maladies mentales, d'un taux de suicide important chez les jeunes, à cause de toutes ces problématiques de santé publique-là, et parce qu'ils font tous leurs investissements sur de la médecine thérapeutique individuelle, ils ont un système de soins dans son ensemble, un système de santé qui est totalement inefficace. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc tout ça, ce problème et de pollution dont j'ai pas beaucoup parlé et de ressources, il a été modélisé depuis très longtemps, depuis les années 70. Donc ça, c'est issu d'un travail qui a été fait par le Club de Rome et d'un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, peut-être vous en avez entendu parler, qui montre que globalement, si on n'arrête pas de consommer des ressources qui sont limitées en termes de quantité et qu'on génère de la pollution de manière irréversible, eh bien, il y a un moment où en fait le système va craquer et il va y avoir ce qu'on appelle un effondrement de la production industrielle, un effondrement potentiellement de la population et du bien-être individuel lié à cette tenaille entre des ressources qui s'amenuisent et une population et une pollution qui s'accumule. C'était le cas dans quasiment tous les scénarios qu'ils ont modélisés et c'est finalement très simple à comprendre. Quand on utilise des ressources qui sont en quantité limitée, même s'il y en a beaucoup, et ben, au bout d'un moment, il n'y en a plus et donc on n'arrive plus à maintenir le système. Voilà. On peut passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est la place finalement de l'innovation et qu'est-ce qu'on peut faire nous à titre individuel en tant que médecin, en tant que pharmacien? Bah, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire notre travail, c'est-à-dire qu'on est les experts de notre secteur. Et donc, ce travail, enfin, ce problème que je vous ai présenté, c'est un problème sociétal, d'accord? C'est impossible en tant qu'individu à traiter tout le problème dans son ensemble, mais on est tous des spécialistes de notre domaine et on doit tous se poser ces questions-là dans notre domaine parce qu'il n'y aura personne d'autre pour se les poser à notre place. Donc, il faut mesurer et comprendre. Alors, mesurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer à l'échelle d'un secteur d'activité. Ça, c'est quelque chose qui a été fait, par exemple, par le Shift Project. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'ils ont montré, c'est que dans le secteur des soins, il y a une partie de l'impact carbone, donc c'est une partie de la consommation de ressources très importante qui est dédiée à deux pôles principaux, les médicaments et les dispositifs médicaux. D'accord? Vous voyez 29-21%. C'est vraiment là que sont consommés le gros des ressources de notre système de soins. Et c'est donc là-dessus qu'il faut vraiment insister si on veut changer les choses. On peut passer à la slide suivante. Ce qu'on peut faire plus en tant que pharmacien, et ça c'est Aurélie qui le fait chez nous, c'est regarder à l'échelle d'un établissement qu'est-ce qui va être consommateur de ressources pour voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, quels sont les dispositifs médicaux qui sont les plus impactants dans notre établissement. Une manière très simple de faire ça, c'est de dire au premier ordre, en première estimation, le prix est très corrélé à l'impact carbone en fait de chacun des dispositifs. Quand un dispositif il coûte cher, c'est parce qu'il a des matériaux rares. Moi, par exemple, en électrophysiologie cardiaque, j'ai des cathéters qui ont du platine, qui ont de l'or à l'intérieur des cathéters. Ça coûte très cher. C'est très impactant d'un point de vue environnemental parce qu'il faut aller chercher cet or et cette platine. Et donc, en première estimation, de regarder les dispositifs médicaux qui correspondent aux lignes budgétaires les plus importantes, c'est une bonne méthodologie pour essayer d'adresser ce problème de manière hospitalière à l'échelle d'un établissement. Donc, quand on fait ce travail-là, on voit qu'il y a malheureusement beaucoup de dispositifs médicaux implantables. Donc, les dispositifs médicaux implantables, bon, bah, c'est un petit peu compliqué de s'en débarrasser parce qu'ils vont rester dans le patient. D'accord? Ce qu'il faut, c'est essayer de maximiser la durée de vie et de faire un travail avec les industriels pour pouvoir avoir vraiment des dispositifs qui soient les moins impactants possibles. Éventuellement, d'en limiter la prescription. Maximiser la durée de vie et limiter la prescription, parfois, c'est exactement la même chose. Par exemple, nous, on pose des défibrillateurs ou des pacemakers. Un défibrillateur qui va durer 10 ans, bah, on va devoir le changer 2 fois plus qu'un défibrillateur qui dure 20 ans. D'accord? Donc, c'est finalement quelque chose qui est parfois très proche. Pour ce qui est des dispositifs médicaux à usage unique non implantables, là par contre, il y a potentiellement un vrai levier qui est tout simplement d'arrêter de faire du dispositif médical à usage unique. Vous voyez que dans les 30 dispositifs qui coûtent le plus cher au CHU de Bordeaux, donc ça c'est des chiffres 2022, et ben tous ceux qui sont en bleu un peu plus foncé, c'est des dispositifs médicaux d'électrophysiologie cardiaque. D'accord? Donc on voit que nous, moi, en tant que rythmologue interventionnel, je suis très consommateur de dispositifs médicaux hyper impactants et donc, c'est important que je me saisisse de ce problème et que j'essaie de changer le secteur parce que je suis un énorme pollueur, globalement.
On peut passer à la slide suivante. Enfin, donc voilà, on peut le faire. Donc ce travail, on peut le faire à l'échelle de l'établissement, mais parfois c'est plus intéressant de le faire même à l'échelle d'une activité technique parce que c'est ce sur quoi on a le plus directement la main. Moi, en tout cas, en tant que clinicien, je peux directement impacter mon activité clinique, mon activité technique, d'accord? Et donc, je m'intéresse finalement à ce qui se passe pendant une procédure. Et on fait ça généralement un petit peu différemment plutôt que de regarder les achats où c'est un peu compliqué. On regarde les déchets générés et on peut faire ce type d'audit assez facilement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Il faut que j'accélère un peu parce que je suis en retard. On peut passer un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait le constat qu'on avait un problème? Eh bien, il faut mettre en place les principes de l'économie circulaire. On peut avancer un tout petit peu. Voilà, donc ces principes-là, c'est d'essayer d'avoir, plutôt que de passer d'une production linéaire, c'est-à-dire d'avoir une fabrication, une utilisation, puis une élimination des dispositifs, c'est classiquement le modèle des dispositifs à usage unique, ben, on va essayer de faire de la restérisation, c'est-à-dire d'avoir des dispositifs à usage multiple. Si on ne peut pas éventuellement faire ce qu'on appelle du retraitement, donc ça on en parlera un tout petit peu plus, ou on pourra en parler pendant les questions. Et si on ne peut pas faire tout ça, eh bien on peut faire du recyclage des matériaux, mais il faut bien avoir en tête que le recyclage, ça doit être l'exception et pas la règle. C'est pas un objectif le recyclage, c'est un pis-aller. On peut passer à la slide d'après. Quand on recycle, nous, c'est intéressant en électrophysiologie cardiaque parce que, comme je vous ai dit, nos dispositifs, ils ont des métaux rares. Et donc, même si ces métaux, ça correspond à une petite partie du produit, c'est là où est concentré le plus gros de l'impact environnemental. Donc, récupérer ces métaux pour les recycler, c'est potentiellement intéressant, mais ça doit être discuté vraiment au cas par cas, produit par produit. Slide d'après. Au CHU de Bordeaux, on a beaucoup poussé pour ça, c'est-à-dire pouvoir faire du retraitement de dispositifs médicaux à usage unique. Il y a un décret qui vient de passer il y a quelques semaines qui nous autorise à faire ça à titre dérogatoire, sinon c'est interdit par la loi. Et donc, on va pouvoir tester finalement une restérilisation et un reconditionnement de dispositifs médicaux qui ont été marqués à usage unique, qui vont être récupérés par des prestataires et remis en condition pour un nouvel usage unique. Slide suivante. Donc tout ça pour vous dire que c'est très bien, mais si on reste dans le même modèle et qu'on fait tous les petits efforts qu'on peut faire directement, c'est-à-dire on recycle l'emballage, on fait du retraitement de dispositifs médicaux, on supprime les instructions, les gros bouclettes et tout qu'il y a dans tous les dispositifs, eh bien en fait en gros on réduit de 30% l'impact environnemental de nos dispositifs. 30%, ça a comparé aux 15% de croissance annuelle qu'on a dans la filière depuis plus de 10 ans. Vous voyez que ça nous permet de retarder le problème de 2 ans. Mais clairement, on n'a pas réglé le problème si on fait ça. On peut passer à la slide suivante. Et donc la vraie solution, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire de tout réfléchir depuis le début. Et c'est là que doivent se faire les efforts d'innovation. Il y a une vraie innovation à faire, c'est-à-dire que euh, le RSE, ça ne doit pas être un critère parmi d'autres, ça doit être l'objectif de l'innovation. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'objectif des innovations portées par les fabricants de dispositifs médicaux doit être ce changement de modèle. Si ce n'est pas ça l'objectif, si c'est juste un critère parmi d'autres, eh bien ça ne se fera pas. Pour vous montrer par contre que ça peut être fait, eh bien là vous avez une comparaison entre une chirurgie de cataracte en Inde et en Angleterre, les mêmes résultats cliniques, pas d'infection particulièrement en Inde, et vous voyez que l'impact carbone, il est 22 fois moindre en Inde par rapport à en Angleterre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils réutilisent tout, ils ne jettent rien, il n'y a pas de dispositif à usage unique, le seul truc à usage unique, c'est des gants dans cette étude. Tout le reste, tous les dispositifs sont réutilisés et ça se passe très bien. Ça consomme un peu plus de ressources humaines, d'accord? C'est adapté à l'Inde parce que la main-d'œuvre est chère, pas adapté à l'Angleterre. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. On peut passer à la slide suivante et même quasiment directement à la slide d'après parce que j'ai déjà bouffé mon temps. Donc, ça demande une interaction entre tous les corps de métier, évidemment. Et donc, en conclusion, je dirais qu'il y a une pression croissante sur notre système de soins par à la fois des contraintes amont, c'est-à-dire des manques de ressources qui arrivent, et des contraintes aval, c'est-à-dire de la pollution de plus en plus abondante qui devient vraiment un problème pour la santé publique, qui impose une réflexion urgente pour réorienter notre système de santé, en particulier réorienter l'innovation vers des objectifs RSE. Il y a de la marge dans l'efficacité.
Il y a de la marge dans la prévention, mais sans stratégie coordonnée, on n'y arrivera pas. Et il faut que tout le monde fasse partie de cet objectif. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jocelyn. Je vais maintenant laisser la parole à Astrid Monteau, qui est vice-présidente IMEA endoscopie chez Boston Scientific. Merci beaucoup. On va juste couper le son de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup, docteur Duchâteau, pour la qualité de votre présentation et des données partagées. C'est une très bonne qualité et on a appris beaucoup. J'ai appris beaucoup malgré beaucoup de lectures sur le sujet. Permettez-moi également de vous remercier tous de participer à ce symposium. Vous avez des agendas très chargés et donc merci encore de passer ce temps avec nous. Jocelyn l'a dit, c'est collectif comme problème et donc c'est collectif comme solution. En tant qu'industriel, nous avons une responsabilité. Elle était chiffrée à 21% dans le graphe que Jocelyn nous a montré. Je pense qu'il a été très bien décrit l'ensemble des actions à mener et des activités qu'on doit mettre en place. J'ai particulièrement aimé l'idée qui a été décrite à la fin, qui est que la vraie résolution du problème se trouve à la genèse du problème, qui est effectivement l'innovation sur le device médical. Excusez-moi si j'utilise quelques anglicismes. Comme vous pouvez voir, j'ai la responsabilité au niveau de l'Europe et de Middle East North Africa. Je suis française, donc basée en France, et je suis également, alors marraine RSE. C'est pas vraiment marraine en fait. J'ai été nommée à la tête du département RSE en Europe chez Boston Scientific. Depuis plusieurs années maintenant, on a développé une vraie compétence et une vraie expertise autour de ce sujet, qui est à la fois au niveau local, et vous allez entendre Bambou dans quelques minutes, qui est une personne qu'on a recrutée expressément pour la partie RSE, moi-même et mon équipe en Europe et au global. Donc, nous sommes une entreprise américaine, vous le savez, même d'après notre nom, Boston Scientific. Nous avons un département qui rapporte directement à notre CIO et qui est en charge du RSE. La raison pour laquelle je vous décris ça, c'est pas pour vous donner une idée de notre organisation précise, c'est pour vous dire qu'on prend les choses très sérieusement. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis chez Boston Scientific et je suis intéressée par ce sujet depuis 2008 et nous avons des actions et nous mettons en place des activités fortes depuis 2008. En revanche, ça fait plusieurs années maintenant qu'on se structure et qu'on fait évoluer les choses de manière beaucoup plus professionnelle dans notre approche. Mais effectivement, on n'a pas attendu des likes sur Instagram pour s'intéresser au sujet parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui nous touche et qui est une valeur de chez Boston depuis des années. Donc, si vous regardez un petit peu le chemin vers la neutralité carbone, alors vous entendez ça de beaucoup d'entreprises. On parle beaucoup de greenwashing, on parle beaucoup de ce genre de choses et du côté un peu démagogique de cette partie RSE. Bambou vous montrera qu'on a des actions extrêmement concrètes et pragmatiques. Alors, vous allez nous dire peut-être que ça n'est pas assez, peut-être que ça ressemble à des gouttes dans l'océan, mais c'est l'ensemble des gouttes qui forment un océan. Donc, on a vraiment besoin de s'impliquer. Alors, comme vous l'a dit Jocelyn, il y a quand même plusieurs étapes et il y a l'étape de fabrication, l'étape de transport et puis ensuite l'étape d'utilisation. L'étape de fabrication, c'est un élément très important sur notre chemin vers la neutralité carbone. Nous avons beaucoup d'usines à travers le monde et effectivement, étant un des premiers fabricants de dispositifs médicaux, on a décidé de s'engager assez tôt, en 2017, pour une neutralité carbone en 2030. Ça paraît aujourd'hui assez naturel de penser ça, mais en 2017, je peux vous assurer qu'on n'était pas nombreux à tenter ce pari. Et c'est un pari qu'on est en train de gagner. Je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de visiter certaines de nos usines. On en a une aux Pays-Bas, par exemple, à Kerkrade. On en a en Irlande. Et on a obtenu une électricité à 100% renouvelable. Et 90% des énergies sont renouvelables. Et ce sont des choses qui sont très concrètes, qui sont publiées, qui sont identifiées et qui peuvent être vérifiées. Car il est extrêmement important que l'ensemble des données que l'on partage soient des données qui puissent être vérifiées. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a toujours une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc, ce qui est très important pour Boston Scientific, c'est de pouvoir montrer des choses qui peuvent être vérifiées et qui sont faites.
Donc, vous voyez, on a effectivement cette neutralité carbone avec à court terme à l'échelle de l'entreprise en 2030, avec ses objectifs, réduction absolue de 46% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Alors, on parle de différents scopes, on parle de scope 1, scope 2, scope 3. Bambou vous en parlera un petit peu plus. C'est une manière de sectoriser, je dirais, notre engagement dans le RSE. Je dirais que la partie qui vous touche le plus et celle que Jocelyn a particulièrement touchée, c'est la partie scope 3, la partie utilisation. D'accord? Et donc, à l'échelle, à long terme, l'entreprise en 2050, son objectif, c'est une réduction à 97% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des chiffres qui paraissent comme ça lancés sur cette slide. Il y a un travail énorme pour pouvoir arriver à 97% des émissions de gaz. On est sur la bonne voie et on pense qu'en 2050, on arrivera exactement à ce 97%. Alors pourquoi pas 100%? Eh bien, c'est tout simplement impossible d'arriver à 100% parce que là, il faudrait vraiment installer des choses dans nos usines qui ne permettraient pas à nos usines de produire ce dont vos patients ont besoin. Voilà, donc je vais passer la parole à Bambou, qui donc a été recruté l'année dernière pour s'occuper expressément de la partie RSE en France et qui donc nous aide au quotidien et vous aide au quotidien à prendre en charge cette partie RSE. Et il y a peut-être une dernière chose que je voudrais dire, c'est vraiment un domaine dans lequel il faut qu'on construire. Il y a tout est à faire et vous allez voir, on va vous parler d'initiatives que l'on a eues, et ces initiatives viennent la plupart du temps de vous. Elles viennent de vos idées, de votre engagement. Et bien sûr, nous, on est là chez Boston Scientific pour investir, pour mettre les ressources et pour faire en sorte d'exécuter sur ces activités qui, encore une fois, mises bout à bout, vont faire la Je me présente, Bambou Sacco, responsable RSE de Boston Scientific. Et comme Astrid l'a souligné, nous sommes une grande entreprise. Il est important pour Boston de décarboner nos sites de fabrication, production et sites de distribution. Et pour nous, cela passe par une innovation opérationnelle. C'est définir vraiment des processus de fabrication et logistique plus durables. Et je vais mettre l'accent sur 3 points qui sont importants pour Boston: la gestion de l'eau, des déchets et de la biodiversité, des points qui avaient été mentionnés auparavant par Monsieur Jocelyn. Et donc ici, le but vraiment, c'est de vous expliquer quel est notre cheminement. Donc pour nous, la ressource de l'eau est très importante dans la mesure où aujourd'hui, c'est une raréfaction. L'eau est considérée comme l'or, la future or. Euh, il n'y a plus de batterie. Excusez-moi. Et donc, pour nous, ça a été important. Donc, on a travaillé avec tous nos sites de fabrication afin qu'ils puissent justement obtenir des certifications et des normes ISO liées à l'environnement pour gérer plus durablement l'eau et nos déchets afin de les réduire. Et on a mis en place un nouveau procédé ou processus, un projet, le True Zero Waste. Et ça, c'est quelque chose de très important au niveau des déchets. Notre but chez Boston, c'est vraiment de détourner 90% de nos déchets solides non dangereux des sites d'enfouissement et d'incinération d'ici 2030. Pour l'instant, tous nos sites de fabrication ont atteint un niveau de plus de 70%, mais on a deux exceptions. On a 2 sites de fabrication au Costa Rica qui ont atteint le chiffre de 94%. Et donc, c'est des chiffres importants pour bien expliquer qu'aujourd'hui, la fabrication de nos dispositifs médicaux passe aussi par une maîtrise importante de nos déchets. Donc, c'est un point important. Et ensuite, il y a un autre point, la biodiversité, où finalement, Boston s'active à vraiment comprendre les différents écosystèmes, faire des assessments ou faire des analyses pour mesurer les impacts et ensuite les atténuer. Donc aussi, pour réussir à réduire notre impact carbone, cela passe par un travail de co-construction avec nos fournisseurs. C'est vraiment important de les impliquer parce qu'au final, pour notre scope 3, en amont ou en aval, en amont au niveau de
matières premières, extraction, etc. Et en aval au niveau des transports, fin de vie, etc. C'est vraiment important de travailler avec eux main dans la main. Et notre stratégie chez Boston, c'est vraiment de les accompagner. Donc, on a identifié plus de 80% de nos fournisseurs qui impactent notre scope 3. Et donc, on a décidé de partager avec eux les meilleures pratiques. On les accompagne dans ce mouvement vers on va dire, une responsabilité plus durable. On a par exemple plus de 135 de nos fournisseurs parmi des milliers qui ont décidé de prendre une démarche pour définir, comme pour Boston, des objectifs clairs au niveau du CDP, Carbon Disclosure, et aussi au niveau des SBTI. Donc, c'est des points importants. Et c'est aussi travailler avec eux pour réduire les impacts. Et la réduction des impacts passe par l'énergie, par les matériaux qu'on utilise et bien sûr, pour les transports, par la définition de chemins ou de routes beaucoup plus des chemins, on va dire, ou des routes plus optimales afin de réduire notre impact carbone. Donc après avoir fait un travail sur nous-mêmes, on fait aussi un travail sur nos produits au niveau de Boston, et c'est vraiment important de travailler sur des solutions durables. Et Boston s'est spécialisé dans la mise en place de solutions minimum invasives. Et donc, pourquoi ces solutions-là? C'est vraiment pour réduire l'impact environnemental au niveau des soins de santé. Et c'est vraiment essayer d'optimiser au mieux le parcours de soins avec le client, avec le patient. Et le but, c'est vraiment de réduire notre impact carbone. C'est vraiment d'innover. Et c'est aussi une solution, on va dire, économique et financière pour les hôpitaux. Je vais prendre un exemple. Par exemple, pour déboucher une artère dans le cœur, aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire une opération à cœur ouvert. On peut simplement utiliser, par exemple, chez Boston, on a développé des ballons. On peut faire passer dans l'une des artères les plus importantes au niveau du bras ou au niveau de la jambe, faire passer ce ballon et déboucher cette artère-là. Il y a aussi des exemples en endo avec comment ça s'appelle déjà? L'endosleeve, pardon, pour avoir des opérations justement moins importantes ou, pardon, moins invasives. Voilà. Donc, slide suivante. Et donc, pour nous aussi, l'innovation passe par l'utilisation de matériaux beaucoup plus durables. Et ici, on a un exemple d'un produit du LithoView, un utéroscope qu'on a développé chez Boston. Et pour l'innovation, c'est comme on l'avait souligné auparavant, c'est vraiment utiliser des matières plus durables. Pour pouvoir utiliser ces matières plus durables, ça ne se fait pas en une seule fois, ça prend du temps. Et donc, ça nécessite vraiment une recherche et développement importante, s'assurer que les matériaux qu'on utilise apportent le même niveau, on va dire, de sécurité au niveau du patient, les mêmes fonctionnalités. Et donc, on a réussi pour ce dispositif médical à mettre en place une poignée biosourcée avec de l'amidon, avec des graisses végétales, vraiment des ressources biologiques. Et finalement, on se rend compte que en utilisant des matériaux durables, on apporte le même niveau de qualité et de satisfaction aux praticiens. Alors aussi, il y a un sujet qui est très important, je pense, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous recevez des DM et nous, on est une société qui produit des DM et donc pour vous envoyer les DM, on a tendance à vous envoyer des DM dans des emballages et on sait qu'il y a une véritable problématique au niveau des hôpitaux dans la mesure où on a des salles de stockage, mais on reçoit énormément de DM, de médicaments. Et donc, la question qui est souvent remontée de la part des pharmaciens, c'est on reçoit beaucoup trop d'emballages ou on aimerait bien que vous réduisez les emballages. Et nous, chez Boston, on a vraiment pris à cœur cette problématique. On a une équipe aux États-Unis qui est en charge du design des emballages et aussi du labeling. Et le but, c'est vraiment de les réduire. On sait très bien qu'on a l'emballage primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, celui qui entoure le DM, le secondaire qui va faciliter on va dire, la protection, et ensuite le tertiaire, celui qui facilite le transport. Le but, c'est vraiment de repenser les emballages, c'est vraiment d'ajouter une part de recyclabilité dans nos emballages, mais le plus important pour nous, c'est la sécurité des patients. Donc cela nécessite vraiment le respect de plusieurs normes,
au niveau des emballages. Et c'est aussi chez Boston une innovation qu'on a, pas une innovation, mais c'est vraiment un changement logistique où finalement on a décidé de s'approvisionner pour nos emballages directement près des usines et ne plus avoir des emballages qui peuvent venir d'ailleurs. Et le plus important pour nous, c'est être en phase avec les réglementations. Aujourd'hui, le packaging, par exemple, on aura une réglementation à partir de 2027 sur le packaging, waste and packaging, donc les déchets, le packaging. Et c'est vraiment un sujet important aujourd'hui. Comment peut-on produire, en tout cas au niveau des industriels, quel type d'emballage pouvons-nous utiliser de telle sorte à ce qu'on puisse respecter davantage les normes en vigueur. Et donc, c'est un sujet très important pour nous. Le but, c'est vraiment de les réduire et vous apporter justement des solutions plus durables. Et on a aussi un point qui est très important pour nous, c'est la logistique. La logistique, c'est vraiment passer on va dire, des bateaux pour le transport au lieu d'utiliser de l'aviation. C'est vraiment essayer d'utiliser des transports qui permettent justement d'avoir des émissions moins importantes et ça permet vraiment de réduire notre impact carbone. Et il y a aussi une composante qui avait été soulignée tout à l'heure, c'était les IFU. Alors pour les Instructions for Use ou les notices d'information, c'est effectivement c'est des gros livres et finalement ça prend de la place en général quand on les reçoit à l'hôpital, on ne sait pas où les mettre. Et Boston a déjà commencé à travailler sur ces sujets-là. On a des IFU qui sont digitalisés. Le seul, on va dire, on attend simplement aujourd'hui de la part des autorités. On sait qu'au niveau européen, cet été, on a eu un avis favorable. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est des autorités françaises, une loi qui nous permet justement de partager avec vous ces instructions for use en format digitalisé afin de réduire justement tout ce papier qui peut paraître important, mais légalement, on est obligé pour le moment de vous le donner. Donc ici, c'est vraiment un point important pour nous. Donc voilà pour ma petite présentation Boston. Alors je vais laisser la main à David qui va vous présenter une initiative durable de Boston. Bonjour à tous, donc David Pagès, je suis responsable grand compte de la division endoscopie chez Boston Scientific. Voilà. Chez Boston Scientific, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le programme Greenblock sur la thématique RSE. Comme le disait Astrid tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives qui partent de vous, parce qu'on est à votre écoute au quotidien, et la genèse part d'échanges que nous avons eus ensemble avec vous, clients, et il y avait des besoins identifiés auxquels nous avons tenté de trouver des solutions. Et donc, nous avons créé un programme RSE haut de gamme dédié au bloc opératoire en partenariat avec la société Primum Non Nocere, qui veut dire d'abord ne pas nuire. C'est une société qui est spécialisée dans le domaine du développement durable, avec une appétence particulière pour le domaine de la santé. Tout simplement, le fondateur de cette société, M. Thomas, est un ancien directeur de clinique. Donc, l'objectif est d'aider nos clients à développer une politique éco-responsable en réduisant les impacts environnementaux dans votre environnement de travail. Donc, nous avons développé ce programme en collaboration avec la société savante de l'endoscopie digestive en France, la SFED, et nous avons co-construit ce programme en respectant les recommandations et cela afin de répondre au mieux et de manière efficace aux enjeux majeurs. Donc, plus qu'une formation parce que ce programme s'adresse au personnel en lien avec le fonctionnement du bloc opératoire. L'objectif, c'est de démarrer ou renforcer un processus de transformation des pratiques RSE, et cela grâce à un diagnostic et des recommandations qui permettront, in fine, d'aboutir à un plan d'action solide. Je vais maintenant vous présenter le déroulé d'une journée type à travers l'exemple que nous avons réalisé au CHU de Toulouse. Et nos programmes s'articulent toujours plus ou moins de cette manière. Donc, en amont de cette journée, un groupe de travail est constitué avec des personnes en lien, comme je vous disais tout à l'heure, direct
ou indirect d'ailleurs, avec le fonctionnement du bloc opératoire ou du cycle de vie des produits. Donc, plus le groupe est varié, mieux c'est. Ça permet d'avoir de meilleures interactions, des richesses, et puis vous verrez, vous allez constituer un groupe de travail pour l'avenir qui a peut-être déjà constitué, mais ou du moins vous allez le renforcer à travers cela. Et dans l'exemple présent, 13 personnes constituaient ce groupe-là et issues de 10 métiers différents. Je vous laisse apprécier la liste. Pour le déroulement de la journée, la matinée, elle est dédiée au diagnostic. Ça va être le consultant de chez Primon Monoserré qui va amener le groupe de travail dans les différents espaces de travail qui sont concernés par cet audit. Donc, on va parler du bloc, de la salle de désinfection, le tri des déchets. Pour le côté sociétal également, l'accueil des patients ambulatoires. Voilà pour les principaux postes. Et le consultant de chez Primum expliquera toute la pédagogie qui se cache derrière chacune des questions de ce diagnostic au long de la journée. L'après-midi, une formation sera délivrée au groupe avec les dernières recommandations du benchmark dans ce qui se fait de mieux sur d'autres sites, et ça permet également de se nourrir, d'avoir des exemples concrets et de mesurer les résultats que d'autres ont pu avoir et de s'en nourrir. Puis le groupe de travail travaillera en fin de journée sur un plan d'action. La journée est très dense, c'est pourquoi on ne termine pas sur cette journée-là, et c'est 15 jours plus tard qu'une visioconférence aura lieu avec le groupe, de manière à ce que le consultant de chez Primum puisse délivrer les résultats du diagnostic avec le scoring, mais également finaliser ensemble le plan d'action qui finalement vous appartient. Et c'est pourquoi il est important que vous le preniez en main, que vous décidiez vous-même des actions qui seront les vôtres. Cette journée en soi, c'est que le démarrage de quelque chose. C'est pas une fin en soi. C'est important que vous vous l'appropriez, le fassiez vivre dans le temps. Et nous sommes là également pour vous écouter. Au passage, je tiens à dire, on nous posait la question, nous, industriels, vous lancez ce type de programme et que faites-vous à côté? Je pense que vous avez entendu des choses tout à l'heure. Mais aussi, nous ne sommes pas spectateurs ce jour-là. C'est-à-dire, on travaille à vos côtés, on fait partie du groupe de travail et on écoute tout ce qui se passe de manière à ce qu'on puisse interagir aussi à notre niveau. Et ça fait avancer bien des choses en interne. Pour terminer, le Green Block, pour qui, pourquoi, comment, vous devez vous poser la question, sommes-nous éligibles à ce type de programme, comment y participer, etc. Aujourd'hui, si vous faites partie d'un hôpital, d'une clinique, c'est a priori votre cas, et disposant d'un groupe de travail éco-responsable qui est en place avec peu de moyens ou beaucoup d'expérience, et que vous souhaitez répondre à un de ces besoins-là, à savoir dynamiser les actions, rechercher à vous améliorer, besoin de renforcer les liens entre les différents acteurs, besoin d'initier des actions concrètes ou voire même de valider un écolabel avec la société savante, alors effectivement, ce programme peut s'adresser à vous. Comment le faire? Il vous suffit d'en discuter avec votre responsable de secteur, poste scientifique, et on évaluera la faisabilité de ce type d'action. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à Delphine. Merci, bonsoir. Delphine Boulcharla, je suis en charge des ressources humaines pour Boston Scientific pour la France. Je crois que je vais parler très rapidement parce qu'on a pris un peu de retard sur le planning. On a parlé beaucoup d'environnement. Moi, je vais vous parler plus du volet sociétal de notre engagement. Et plutôt que de vous faire une liste à l'après-vert de tout ce qu'on fait sur cet aspect-là, on a choisi d'illustrer en particulier notre engagement auprès de l'accompagnement des jeunes générations. Et de l'illustrer en particulier par un certain nombre d'initiatives. D'abord, les stages de fin d'études et l'alternance, donc notre politique en matière d'accueil de stagiaires en fin d'études et en alternance. Nous avons loué des partenariats privilégiés avec un certain nombre d'écoles et d'universités, notamment dans le domaine du génie biomédical. L'année dernière, en 2024, nous avons accueilli de cette façon 25 stagiaires de fin d'études et alternants.
Pour la très grande majorité d'entre eux, ils vont être positionnés sur le terrain pour faire du support clinique. Et après une période de formation théorique et pratique, accompagnés par des collaborateurs expérimentés d'entreprise, ils sont certifiés sur la technologie sur laquelle ils ont travaillé. Boston Scientific leur offre en particulier un environnement de travail inclusif avec une forte dimension internationale. Et la très grande majorité de ces jeunes sont recrutés en CDI à l'issue de leur stage. Ils sont certifiés, ils sont prêts à rejoindre les équipes et à être opérationnels. Nous avons également un autre programme qu'on appelle le programme Graduate. Il faut savoir qu'on a pour la région Émilienne une équipe de recrutement qui est dédiée au recrutement des jeunes diplômés. Donc, ils travaillent seulement sur cette population-là et ils ont également, bien sûr, des partenariats très avancés avec les organismes de formation partout en Émilienne. Et on accueille tous les ans un groupe de professionnels débutants, donc on appelle des graduates, dans le cadre d'un programme qui a été fait sur mesure pour eux. Et ces jeunes collaborateurs sont amenés à occuper chaque année, pendant les 3 premières années chez Boston Scientific, un poste différent. Donc, ils vont peut-être démarrer à la vente, et puis après, ils vont faire 1 an en marketing, par exemple, et pourquoi pas 1 an en finance ou accès au marché, ce qui leur permet d'affiner leur projet, de développer de manière assez massive un réseau professionnel en interne. Ils ont aussi la chance de rencontrer très régulièrement des membres de la direction de l'entreprise, des gens comme Astrid par exemple. Et chacun de ces collaborateurs se voit attribuer un mentor parmi les collaborateurs seniors de l'entreprise. Donc, on leur permet, au-delà de la construction de leur réseau, aussi de bénéficier de la très grande expertise de nos salariés. Et puis, je voulais vous partager aussi une initiative qui est assez nouvelle, puisqu'on l'a mise en place seulement en 2025, en partenariat avec une association qui s'appelle Toi Demain, une association du nord de la France, qui est spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des jeunes. C'est une initiative qui s'adresse aux stagiaires de seconde, donc des élèves d'une quinzaine d'années, qui ne sont pas forcément très déterminés encore dans leur orientation professionnelle. Cette année, nous en avons accueilli 16, 10 garçons et 6 filles, en partie des enfants de collaborateurs, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'on a souhaité réserver des places à des jeunes issus de lycées en ZEP, dans l'environnement immédiat de nos bureaux. Nos collaborateurs se sont fortement engagés puisqu'ils ont eux-mêmes animé 22 sessions de présentation de leur métier. Bien sûr, il y a eu des exercices pratiques et des mises en situation. Vous voyez ici sur les illustrations à droite, ils ont notamment travaillé sur des maquettes et sur un projet de à quoi pourrait ressembler le bureau de demain ou les locaux de travail de demain dans un monde idéal. Donc, ils nous ont présenté le type d'entreprise dans lequel ils aimeraient travailler quand ils seront déterminés dans leur orientation. Grâce à l'association, ils ont aussi des ateliers vraiment dédiés à leur orientation, le travail sur la connaissance de soi, apprendre à prendre la parole en public aussi. Ils nous ont fait des présentations et apprendre à travailler en équipe, y compris avec des gens qu'on n'a pas choisis, exactement comme dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est bien sûr de leur permettre de connaître un peu les métiers tels que ceux proposés par Boston Scientific, d'affiner leur orientation professionnelle et puis d'avoir aussi une première expérience en matière de diversité, puisque ce sont des jeunes qui viennent d'horizons tout à fait différents. Voilà. Et l'un des intérêts pour nous de cette initiative, c'était aussi de permettre à des jeunes qui n'ont pas de réseau d'avoir accès à une entreprise telle que Boston Scientific et aussi de permettre un accès ou une connaissance de nos métiers du soin et des métiers scientifiques, en particulier pour les jeunes filles, puisque typiquement dans les écoles d'ingénieurs, on a à peine 30% de jeunes filles encore aujourd'hui. Et c'est même pas une tendance qui est à la hausse, malheureusement, c'est plutôt en stagnation, voire en baisse. Donc on a envie aussi de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent aussi rejoindre les carrières scientifiques. Ça nous semble
quelque chose d'important pour nous. Et je vais rendre l'antenne. Merci beaucoup Delphine, merci à tous les orateurs. Bon, effectivement, on a pris un peu de retard, il nous reste 10 minutes pour partager donc, des questions-réponses et des échanges. Je conclurai sur ce symposium. Bon, c'est toujours compliqué en 1 heure de balayer un peu tout, surtout sur cette thématique-là, comme on l'a dit, qui vraiment nous rassemble tous autour de la table. Donc, les retours d'expérience et les réflexions communes sur cette innovation responsable reposent effectivement sur l'implication de toutes les parties prenantes. Et on l'a vu, hein, l'action d'expérimenter, de mesurer, de partager les résultats sont importants et de travailler collectivement. Vous l'avez tous dit à plusieurs reprises. Je tiens à préciser qu'il y a des travaux qui sont en cours au niveau national, au niveau local. Tout le monde travaille à l'échelle donc de la SPFDM, où on est en train d'élaborer en fait des fiches de recommandation à destination des pharmacies à usage intérieur pour les établissements. Il y a également donc un groupe de travail sur l'index du DM durable qui risque de sortir début janvier 2026. Il y a des groupes de travail bien sûr au sein de chaque fournisseur, donc Boston en a été la preuve ce soir, et au sein de chaque établissement avec l'expérience que Jocelyn a remontée du CHU de Bordeaux. On a aussi le CHU de Nîmes qui est très impliqué dans ce travail de RSE. Et puis, on attend bien évidemment cette expérimentation sur le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique pour voir voilà, ce qu'on pourra faire entre l'innovation et la RSE. Et on va de suite laisser la parole aux questions-réponses que vous ne pouvez poser uniquement dans le chat et pas au niveau des micros, puisque les micros sont coupés, ne sont que pour les orateurs. Donc, on vous laisse la parole via le chat. Et s'il n'y a pas de questions, moi, j'en aurai une très rapidement à notre médecin sur justement, Jocelyn, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends très bien. Oui, tu étais dans le métro. En fait, moi, j'ai une question à te poser. Cette RSE, en fait, comment tu la perçois en fait, dans ta pratique médicale aujourd'hui? Comment tu arrives à la concilier en fait dans tes performances médicales entre l'efficacité économique, l'impact sociétal et environnemental, le lien patient? C'est vrai que ça va. Est-ce que ça va modifier toute ta pratique médicale et comment tu vas l'intégrer? Alors oui, il y a un conflit potentiellement, c'est-à-dire que on se dit d'un côté, il y a l'échelle du patient individuel où on se dit qu'il faut mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour traiter le patient. Et puis après, des enjeux plus macro où on se dit il va falloir que j'économise un petit peu les ressources, que je me limite, que je sois sobre dans mes actes. Et puis, donc, potentiellement, il y a un conflit entre ces différents niveaux d'analyse. Je pense que s'il y a un conflit à l'échelle individuelle, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut être ambitieux et réaliste à la fois. C'est-à-dire que les tergiversations qu'on pourrait avoir à notre échelle individuelle, d'autres vont les avoir aussi. Et donc, il faut faire en sorte qu'on construise un système où on en sort. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de conflit entre ce que moi, je me vois proposer à un patient et ce que la société me permet parce que c'est ce qui est bon pour elle. Et ça, c'est un travail qui est obligatoirement collectif parce que la responsabilité de limiter les soins ne peut pas être une décision individuelle d'un médecin, au dehors de cas très particuliers. C'est quelque chose qui doit rentrer dans la culture, qui doit rentrer dans les rapports des sociétés savantes, qui doit rentrer dans quelque chose de plus macro. Parce que c'est pas possible en fait, c'est pas un médecin individuellement qui va dire bah non, je fais pas cette procédure parce que ça consomme trop de matériel et donc je fais potentiellement courir un risque à mon patient ou alors on va dire qu'il y a une perte de chance pour mon patient. Ça ne peut pas être ça. Mais par contre, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui on arrive à un moment où en fait traiter un patient, c'est potentiellement ne pas en traiter un autre. Et donc il y a un choix qui se fait indépendamment de notre volonté, qui est liée justement à ces contraintes. Et donc, c'est vraiment à nous, en tant que société savante, en tant que médecin au sens collectif, de réfléchir à comment est-ce qu'on fait ce choix, parce que ça ne peut pas être dicté par les aléas d'approvisionnement, les aléas budgétaires. C'est pas possible que ça soit ça. Voilà. Très bien, je te remercie. On a 2 questions dans le chat. La première, c'est un spectateur anonyme qui nous dit que la restérilisation, ça engage, quoi qu'il arrive, une consommation d'eau et une utilisation de détergents et désinfectants. Donc, potentiellement, peut-être un peu en opposition au RSE. Bon, donc je pense que c'est vrai. Jocelyn, si tu veux compléter.
Sûr, c'est vrai. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on fait quelque chose, quoi que l'on fasse, ça. Il y a une consommation de ressources. On a eu le commentaire sur le fait qu'on puisse pas arriver à réduire de 100% notre consommation de ressources. En effet, c'est pas possible. Sinon, on arrête de respirer, on meurt, et puis c'est plus simple. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est d'analyser objectivement les différentes solutions qu'on a à notre disposition. Je ne dis pas qu'il faut tout faire en réutilisable et tout faire en relavable, mais en fait, quand prend l'immense majorité des scénarios, ils sont toujours favorables à des techniques de stérilisation, des techniques de désinfection. Et j'aimerais juste rajouter qu'il y a aussi un travail à faire justement sur ces techniques de désinfection et de stérilisation pour qu'elles aussi s'améliorent et soient plus vertueuses et moins consommatrices de ressources. Il y a plein de travaux en cours sur les plasmas froids, par exemple. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes et hyper pertinentes qui peuvent aussi nous aider à avoir des modes de stérilisation plus vertueux. Et un dernier petit commentaire, par exemple, on voit certains travaux où ils comparent un retraitement à une fabrication des novos, et un de leurs arguments, c'est de dire, bah oui, mais quand on fait du retraitement, on fait de la stérilisation à de l'oxyde d'éthynèle. C'est très bien, mais en fait, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait la production initiale. Donc là, j'ai envie de dire, balle au centre, voilà. Ouais, bien sûr. Produits, même à usage unique, à un moment, ils sont stérilisés voilà, pour être utilisés. Donc, le fait de les restériliser, c'est finalement… voilà, on supprime le coût de fabrication quand même. Très bien. Ben, je te remercie. J'ai une autre question de Charlotte Bourrieux. Alors, vous avez à l'écran le questionnaire qui s'est mis automatiquement. Et donc, du coup, j'ai une autre question du CH de Caen. Comment porter la prévention dans un établissement de santé dont la vocation est de soigner? C'est pour moi pour toi encore? aussi, Jocelyn. Ben oui. Ben, non, mais pas de souci. Je pense qu'en effet, c'est pas les hôpitaux, c'est pas forcément les hôpitaux les mieux placés pour faire ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que les interactions entre la ville et l'hôpital sont vraiment embryonnaires, hein, de mauvaise qualité. C'est plutôt quelque chose qui se fait pour moi au niveau de l'ARS, au niveau du ministère éventuellement. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez contacter, si ça vous intéresse, la DGOS, le ministère. Et en fait, quand on a les premiers contacts avec ces instances-là, on se rend compte que, si vous voulez, il n'y a pas une armée de 50 personnes qui sont en train de réfléchir à ces questions-là. Qu'en fait, le nombre d'acteurs individuels dans ces structures est finalement relativement faible. Et si nous, en tant que soignants, on n'arrive pas avec des propositions de changement systémique, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles aient lieu toutes seules, quoi. Donc, en effet, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de structure qui est bien adaptée pour vraiment pousser la prévention. Mais ça veut dire que c'est à nous de nous responsabiliser en tant que médecins, en tant que pharmaciens, pour pousser à la création de ce type de structure, de faire des expérimentations locales, voir s'il y a des choses qui marchent bien et qu'on peut répliquer à un échelon plus large. Très bien. Ben, écoute, je te remercie. Je ne sais pas, Antoine, si vous avez des questions côté Boston. Sinon, il est 18h pile. Je pense qu'on a respecté le timing. Ouais, on va libérer les gens et on va rester dans le respect du timing. C'est parfait. Ben, en tout cas, merci à tous les orateurs et merci également à tout le monde de vous être connecté pour ce e-Sympo. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.